Bonjour tout le monde, bienvenue au 12e épisode du podcast L'État financier. Donc encore cette semaine, je suis en compagnie de mon collègue podcasteur Gab. Salut tout le monde, salut JP. Et comme d'habitude, on va vous faire notre format classique, là, nos deux segments conventionnels au son de la cloche et dans vos poches. Avant d'entamer en détail le commenter quel sujet on va parler, je vais laisser Gab faire le petit disclaimer classique, encore une fois, toujours clé de commencer par ça là, avant qu'on s'emballe dans nos sujets classiques, là, mais je vais laisser Gab faire un petit mot comme d'habitude. On se souvient effectivement, là, ça va être un disclaimer un peu spécial parce que je vais revenir sur deux éléments qui n'ont été rapportés en fait par un bon ami qui se reconnaîtra en fait dans l'épisode. On avait deux petites coquilles qu'on a faites dans les deux derniers épisodes puis qu'on tenait à s'excuser là parce qu'on a fait je pense c'est des petites erreurs là, c'est pas très grave. Le stock split de Tesla, donc dans le dernier épisode, le 11e, c'était c'était 5 pour 1 le ratio, bien évidemment. Là, vous avez parlé de 3 pour 1. Ouais, c'est ça, je pense qu'on avait dit 3 pour 1. Là. Je pense qu'on était un peu fatigués là. Puis, ça, c'était un autre commentaire qui nous était revenu. Dans le 10e épisode, on a précisé en fait que dans les infrastructures, on a parlé par exemple d'immobilier commercial. Faut savoir que c'est une classe différente d'actifs, donc c'est pas de l'infrastructure, c'est pas vraiment de l'infrastructure, mais pour comprendre en fait le principe, c'est sûr que nous dans notre idée, c'était une façon de comprendre un peu plus c'est quoi l'infrastructure là. Donc c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai d'un certain point de vue là. Voilà. Puis on n'oublie pas évidemment, comme chaque semaine, évidemment ce qu'on parle dans le podcast L'État financier, vous vous souvenez. Il s'agit de notre opinion personnelle en tant que personne qu'apprécions la finance. Nous, on vous invite effectivement, si vous souhaitez avoir une recommandation officielle de placement, de vous rapprocher de quelqu'un qui est autorisé à le faire, soit votre conseiller en placement, fiscaliste, etc., qui pourra mieux vous guider. Puis comme tu le dis, JP, souvent, de se renseigner aussi Absolument. Personnellement auprès de sa famille, de ses amis. Par des lectures, de le faire par soi-même, encore une fois. Ça, je le dis toujours, là, des opinions externes sont pertinentes, mais toujours fiez-vous à vous créer votre propre opinion par vous-même. Là, ne prenez pas uniquement des copies conformes d'opinions d'autres personnes. C'est bien de se faire ses propres avis. Donc, entamons directement avec notre premier segment au son de la cloche. Parfait. Donc, cette semaine, plutôt que de vous faire... On vous a fait la semaine passée, là, on l'avait dit, une petite revue des marchés. Là, il s'était passé quelques événements, puis on trouvait ça intéressant de vous en parler un petit peu plus en détail, là, d'être un peu à jour avec les mouvements de marché. Bon, cette semaine, on va pas continuer dans cette même lignée-là. On va continuer à vous faire des revues de marché. Là. Je sais que vous appréciez le fait qu'on fasse ça. Lorsqu'il va y avoir des événements majeurs, on parle également des élections américaines. Donc, lorsqu'on aura plus d'éléments à parler et à analyser, on en reparlera. C'est d'ailleurs des épisodes qui sont les plus populaires, d'ailleurs, des statistiques que j'ai eues. Alors, c'est quand même cool. Là. On vous remercie aussi pour votre fidélité au passant, là. Exactement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va vous faire, c'est vous parler encore un petit peu d'un scandale. On aime bien parler de scandale et Gab a soulevé un scandale assez intéressant là, sur lequel on a fait quelques petites études là, dans les dernières heures là, pour préparer le podcast. Donc, Gab, je vais te laisser peut-être introduire, pas nécessairement le contexte là, de ce scandale-là, mais peut-être un peu les concepts clés là, qui sont peut-être pertinents à savoir sur le cas en question. Là. Donc, peut-être introduire un petit peu le sujet, mais surtout, parle peut-être de quels sont les concepts clés de ceci, avant que moi, peut-être, je décrive un petit peu plus ce qui s'est passé. Oui, le fameux scandale en question qu'on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le scandale Amaranth Advisors. Alors ça, c'est un scandale qui s'est basé... Donc c'est un scandale qui s'est basé en fait au Canada en fait. Donc c'était à Calgary en fait, dans la province de l'Alberta, donc dans l'ouest en fait du pays. Puis c'est une région d'ailleurs qui est assez riche tout le monde le sait là, mais c'est une région assez riche en pétrole, surtout des gaz de schiste. Puis donc le scandale de Amaranth en fait, Amaranth c'était un fonds de gestion en fait, un hedge fund et très exactement, qui était spécialisé en fait dans du trading de produits et de matières premières, donc comme du gaz, du pétrole, etc. Puis on a parlé il y a quelques semaines de l'affaire Kerviel, qu'il avait perdu, je crois, 3,9 milliards, là je me souviens plus exactement, mais un peu moins de 5 milliards. C'est plus important que ça, Amaranth. Ouais. Ils ont perdu plus que ça. Donc c'est ça en fait l'idée en fait derrière ce scandale-là. Brian Hunter, qui était le trader derrière la transaction, lui a quand même pris beaucoup plus de risques aussi que Kerviel. Donc vous voyez que c'est pas limité seulement en fait, c'est partout dans le monde qu'il y a eu des erreurs de trading.
Puis que notre ami, chez Amarant, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un hedge fund. Donc, de façon générale, dans un hedge fund, c'est des fonds de placement, en fait, dont le but, en fait, est d'être risqué, en fait, par définition. C'est que c'est des produits, ils utilisent des produits, puis des stratégies de placement alternatives. Donc, ils font pas comme tout le monde qui achète des actions et des obligations, comme on en a parlé dans les précédents épisodes. Dans un hedge fund, déjà, il faut avoir un certain montant d'argent à mettre dedans, puis c'est que seulement certains clients qui peuvent mettre leur argent dans un hedge fund. Puis contrairement à monsieur et madame tout le monde, dans un hedge fund, ce qu'on utilise principalement pour faire de l'argent sont des produits dérivés. On avait parlé des options, puis des contrats à terme. Puis en gros, ils utilisent des stratégies en fait à base de produits dérivés pour avoir beaucoup de leviers, c'est-à-dire avec très peu d'argent, être capable de faire de gros gains. Donc c'est pour ça que c'est risqué par définition. Oui, c'est ça, parce que c'est de gros gains, mais aussi potentiellement de grosses pertes. C'est ça l'élément clé là, d'un hedge fund. Oui, effectivement. Après, c'est sûr qu'ils ont quand même des processus de gestion de risque, quand même, pour éviter que tout l'argent qui a été investi disparaisse complètement. Mais souvent, dans un hedge fund, c'est sûr que des performants. Et puis, c'est pas de l'argent que vous pouvez retirer comme ça. Là. Souvent, ce sont des stratégies de long terme auxquelles vous vous engagez à mettre l'argent sur du très long terme. Puis Amarant, dans le cas, c'était leur stratégie était basée en gros sur des différences en fait de prix entre les prix du gaz en été et en hiver en fait. La stratégie d'Amarant, c'était de parier que l'hiver allait être très froid en fait et que les prix allaient vraiment augmenter. On appelle ça un spread en anglais. C'est un écart. À la base, c'est ça. Puis Monsieur Hunter, encore une fois, on va parler des conclusions de ce qui s'est produit, là, mais c'était pas fou. T'sais, à la base, c'est vrai qu'on observe en général une tendance dans le domaine du gaz et donc des contrats à terme, comme Gab le parlait sur le gaz, dans lesquels on peut remarquer qu'il y a en général une demande de gaz qui va être plus importante en hiver qu'en été. Avec raison, on s'entend, là, si on parle juste du contexte nord-américain, au Canada, si on a besoin de se chauffer au niveau du gaz, plutôt rare qu'on va avoir une demande très élevée en été, plus en hiver. Donc, c'est le fondement de la réflexion de M. Hunter était pertinent, puis encore une fois, Gab va pouvoir en parler un petit peu plus de son exposition et de la structure, mais c'était pas fou ce qu'il a fait. Son calendar spread était, encore une fois, comme Gab l'a dit, une stratégie un peu plus exotique, entre guillemets, là, dans le but, et comme Gab l'a dit aussi, que c'était lié à des hedge funds. Mais c'était pas basé sur quelque chose qui était complètement fou. Et même de mémoire, là, Amarant avait quand même fait, de manière très minime, mais une certaine validation. Il a quand même fait des tests, un espèce de niveau de stress test là, pour savoir est-ce que sur les années passées, ça aurait été adéquat ou non. Puis je crois que 14 années sur 15 de leurs tests, ça avait amené à des gains et que la seule année où il y avait eu des pertes, c'était des pertes relativement minimes. Bon, tout le monde des pertes, là, mais c'était très peu. Donc, 14 fois sur 15 dans leurs tests dans les années précédentes, c'était correct. Et donc, c'était basé sur le fait que, historiquement, cette structure-là et cette transaction-là aurait bien fonctionné, avec le fait qu'il existe particulièrement dans les contrats à terme sur le gaz naturel, pas nécessairement sur les autres commodités, mais sur le gaz naturel, il y avait une base qui montrait que oui, c'était logique de dire la demande, l'écart ou le spread lié à la demande pourrait être en augmentation entre l'été et l'hiver. Mais ce qui s'est passé, puis Gab l'a un petit peu soulevé, des pertes ont été en conséquence assez majeures. Le Monsieur Hunter n'a pas fait de tweet cette année comme c'était le cas pour notre cher Kerviel, mais ça aurait pu être un aussi très bon tweet en Amérique du Nord si Monsieur Hunter avait décidé de dire on arrête la pandémie ou sinon je recommence à trader. C'était aussi ce genre de personne-là. Surtout que Brian Hunter, en plus par la suite, en fait, il avait une telle exposition sur les marchés qu'en fait, ça avait été calculé là, puis je pense que c'était un de mes bons profs d'université là, qui nous avait raconté ça. Brian Hunter était rendu en fait à avoir plusieurs mois de production mondiale en fait en exposition sur ces produits dérivés. Vous vous souvenez, quand on avait parlé de Kerviel, on avait dit il possède son bassin de gestion, en gros son exposition sur la marché était je crois 62 millions d'euros, un truc comme ça. C'était lui, dans son cas, Brian Hunter était vraiment à plusieurs mois de production annuelle dans le monde de gaz naturel. Donc pour vous dire l'importance que Amarant avait sur le marché.
D'ailleurs, la CFTC, parce que vous le savez, évidemment, il y a des gendarmes de la bourse aux États-Unis. Là. Oui, le nom est plus connu aux États-Unis que par chez nous. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, il y a 2 gendarmes de la bourse. Il y a la SEC, qui est la plus connue. Ça, c'est pour les actions, les options, puis les obligations. Oui. Mais il y a aussi la CFTC, la Commodities and Futures Trading Commission. Ça qui n'est uniquement sur les contrats à terme. Oui. C'est leur spécialité sur les produits dérivés. Donc, eux, les gendarmes donc, de la CFTC, ont même alerté effectivement, puis lancé des enquêtes sur Amaranth, parce qu'ils étaient capables de manipuler le marché avec une telle exposition. Dès qu'ils passaient des positions, le marché était complètement dérégulé, en fait. Un peu comme si, vous contrôliez, en fait, il y avait comme un espèce de monopole de position de la part d'Amaranth. Alors ça posait aussi un énorme problème aussi du point de vue du trading, en tout cas de gaz naturel. Mais, exact. Et puis, qu'est-ce qui, si on peut dire, ce qui a entraîné toute la problématique, et encore une fois, c'est un peu bête comme histoire, mais c'est le fait que au final, l'hiver qui était ciblé par M. Hunter comme étant un hiver qui allait être très froid et donc très demandant au niveau des besoins de gaz, et donc qui allait créer, si on peut dire, l'espèce d'écart qu'il recherchait au niveau du spread sur ses contrats, n'a pas eu lieu. L'hiver a été doux. Et l'hiver étant doux, aussi simple que ça, un phénomène... Ce qui est malheureusement très rare, là, je dirais, en Amérique du Nord. Effectivement. On vous parle depuis le Québec où il fait... on a des hivers extrêmement froids, puis en Alberta aussi. Où, encore pire, effectivement. C'est encore pire. Mais techniquement, c'est ce qui est arrivé, c'est que l'hiver doux, encore une fois, un phénomène purement climatique, a entraîné l'opération inverse, si on peut dire, l'écart, le fameux spread que M. Hunter s'attendait à ce qu'il aille en croissant, finalement a eu une décroissance. Et qui dit décroissance, qui dit finalement les contrats n'ont pas eu la même évolution de valeur que ce qui s'est produit avec l'exposition qu'il avait sur ces fameux contrats-là lorsque leur valeur boursière a baissé. Et bien, par le fait même, la quantité d'actifs était quand même assez majeure. J'ai pas le montant exact là, de la perte qui était liée. C'était proche de 9 milliards là, dans ces eaux-là. Là, exactement, et ça, je crois qu'on avait dit quoi, sur une semaine ou sur... Ouais, c'était en une semaine à peu près. Pour vous donner une idée. Donc uniquement par une condition qui était un hedge fund, qui fait dans des trucs assez risqués, un peu exotiques, a été plantée, cette transaction-là, qui avait été un petit peu validée, encore une fois, dans un stress test au préalable, à cause d'un hiver qui était plutôt... le problème, c'est que surtout que Brian Hunter, il possédait quasiment la moitié en fait, son exposition, ses positions... C'était 50% de la valeur d'Amaranth. Ouais. Donc pour vous dire que c'était un peu problématique aussi. Il y avait une très faible diversification au niveau des paris. Puis c'est vrai que c'est ça que ça a été beaucoup reproché. Je crois qu'à la fin, en fait, en tout cas dans le scandale Amaranth, Brian Hunter évidemment a été interdit de trader comme Jérôme Kerviel d'ailleurs. Il était interdit de trader évidemment, en tout cas en Alberta, là, dans la plupart dans les plupart des juridictions nord-américaines, hein, donc je pense qu'il s'est retiré depuis de l'industrie, et puis c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Mais à ma connaissance, en fait, il y a eu comme un espèce de deal avec les actionnaires, en fait, les investisseurs d'Amaranth. Vous le savez, comme ce sont des fonds très privés, là, on peut pas investir comme ça. Ouais. Je pense que finalement, le fonds a été liquidé, en fait. Ils ont liquidé toutes les positions le plus rapidement possible. Ouais, mais ça, il y a eu une histoire un peu curieuse. Selon ce qu'on entendait, là, la période des pertes a eu lieu plus vers la fin des années de l'année 2006. Et ça a été annoncé uniquement aux investisseurs vers l'été 2007. Donc, il y a quand même une période assez longue. Ils ont en plus caché Ils semblent avoir caché quand même pendant une certaine période, ou bien, parce que c'est sûr que les expositions, ils avaient fermé. Là, ils n'ont pas conservé ces contrats-là éternellement, on s'entend. Donc, je crois qu'ils ont effectivement conservé des pertes de côté. Encore une fois, on ne reviendra pas sur d'autres sujets de conformité, comptabilité à la Enron. Ouais. Ça, c'est un autre scandale qu'on avait parlé. Mais si je ne me trompe pas, en septembre 2007, c'est là qu'ils ont techniquement été liquidés, là, sous, entre guillemets, la faillite, là, on s'entend pour le hedge fund. Mais la liquidation a eu lieu, mais les pertes, techniquement, comme on le rappelle, c'était à l'hiver. Les pertes ont eu lieu au niveau des contrats vers décembre, si je me trompe pas, novembre ou décembre de l'année 2006. Et c'est ce qui est... C'est pour ça que c'est un scandale intéressant, encore une fois, parce qu'on aime parler de scandale avec vous et on aime vous en discuter parce que ça vous montre à quel point la finance... Il se passe beaucoup de choses dans le domaine de la finance et on peut souvent penser que c'est des espèces de trucs systémiques financiers qui peuvent entraîner qu'une transaction va complètement perdre de valeur. C'est extrêmement large. Exactement, et c'est ce qui est magnifique avec... Puis on n'en parle pas tant que ça parce que c'est un concept qui est quand même assez clé, assez lourd au niveau des concepts que le domaine des produits dérivés.
Mais les variables, littéralement des produits dérivés, là, on peut faire des contrats à terme sur beaucoup de choses. Exact. Et le risque qui en découle peut être assez majeur. On parle souvent, nous on arrive souvent avec le fait d'avoir des futures sur du live cattle, là, qui est techniquement avoir des bovins. Puis il y a des histoires comme ça où s'il arrive pour X raisons, soudainement, il y a le décès de 150 000 bovins au Texas, ben, les contrats pourraient perdre de la valeur 100%. Ça n'a aucun impact avec ce que nous on ferait ou un trader ferait par exemple dans l'ouest du Canada. Donc c'est un monde qui est encore plus risqué, encore plus intéressant si on peut dire, parce que Gab et moi on suit beaucoup les bourses, on suit beaucoup ce qui se passe en termes de nouvelles économiques et financières qui peuvent avoir un impact sur des stocks ou sur des fonds qu'on investit. Mais par contre, quand c'est le temps de faire des produits dérivés, il faut être large. Monsieur Hunter, là, il aurait fallu qu'il regarde la météo pour être sûr de s'assurer des prédictions météo. Puis c'est ça qui est merveilleux aussi et en même temps fascinant avec les produits dérivés, c'est que souvent c'est un marché de connaisseurs, c'est pas tout le monde qui peut rentrer encore une fois là-dessus. Ouais. Vous ne pouvez pas, oui, sur des options, oui, c'est sûr que sur des options traditionnelles, n'importe qui peut investir. Et mais encore, sur les futurs, c'est vrai que sur les futurs, c'est un peu plus compliqué, ou sur les ce qu'on dit les contrats à terme, qui sont des produits dérivés dont en fait qui servait à l'époque d'ailleurs à l'époque en fait à faire de la gestion de risque. C'était pas pour faire une spéculation tant que ça. C'est ça, c'était des produits en fait où les gens se vendaient à l'avance en fait pour réguler les prix, vendaient par exemple du riz, etc., des céréales. Du blé. Puis ça a commencé, les contrats à terme existaient même en Chine en fait il y a très longtemps. Puis bon, c'est sûr que Chicago est devenue la plus grande bourse effectivement pour les produits dérivés. Et puis c'est vrai que les applications là-dessus sont extrêmement larges. Puis comment dire, bon, c'est sûr que de façon générale, de base sur ce genre de produit, normalement, vous devez livrer le produit. Évidemment, les gens le font pas, mais il y a des histoires très drôles en fait où il y a des gens justement qui maîtrisent pas, malheureusement, qui ont mal maîtrisé ce genre de produit, puis qui doivent livrer du pétrole en Oklahoma. Là. Ça, vous voyez, puis ça va être à mon tour de dire, mais on fera peut-être un épisode spécial sur ce concept-là. Parce que les contrats à terme, il y a quelque chose qu'on appelle, et je vais utiliser encore un terme anglais, là, mais le terme roll de contrat ou de maturité de contrat, c'est quelque chose d'assez intéressant. Puis ça, justement, on parlera peut-être d'un épisode spécial là-dessus avec certains cas un peu cocasses. D'histoire où un trader, je dis n'importe quoi, là, c'est pas le cas, là, mais un trader de Wall Street qui n'a pas fait le roll, et on l'expliquera de sa maturité sur un contrat avec des bovins, et qui soudainement la Chase Bank avait dans ses actifs 150 bovins au Texas. Et donc on en parlera peut-être un petit peu, c'est un concept assez intéressant. Mais pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, là, c'était vraiment pour vous aborder un cas que Gab a soulevé là, qui était quand même assez intéressant et assez pertinent et qui nous touchait un petit peu dans notre magnifique Canada où on habite. On ne pense pas au Canada comme étant un lieu de grandes transactions financières ou de grandes pertes, mais ça c'était une belle histoire qui nous a marqué effectivement au même titre que notre cher Kerviel en France. Dites-vous effectivement, c'est ça qu'on a eu notre Kerviel local ici au Québec, puis c'était monsieur au Canada, pardon, puisque oui, ça sera le débat là. Bon, on laissera nos auditeurs prendre leur opinion là, mais c'est ça. C'est sûr que c'est de Brian Hunter en tout cas, il nous a pas peut-être représenté de la meilleure manière, mais c'est fascinant en fait de se dire effectivement que tout ça est ça a tant d'importance, puis il y a le système financier, entre guillemets, est extrêmement complexe. Voyez-vous, les hedge funds, en plus, c'est ça que je trouve, entre guillemets, large, c'est que souvent, vous entendez parler de fonds vautours. Là, je sais que maintenant, puis beaucoup, les politiciens parlent beaucoup des fonds souverains, des fonds de pension, sans connaître exactement c'est quoi le métier de ces gens-là. Et puis chez Amaranth, là, je veux dire, il y en a plein des hedge funds, puis la plupart sont extrêmement sérieux. Là, je veux dire, c'est du travail avec de la gestion professionnelle, c'est loin d'être le vautour capitaliste comme on peut penser. Là. C'est extrêmement... Non, au contraire, il y a un besoin. Ils ont des clients qui ont des grandes fortunes, absolument, qui, eux, ne sont pas intéressés à faire du 4% de rendement tranquille. Ils sont prêts et ils ont la capacité de prendre plus de risques. Et il y a un besoin réel pour des hedge funds. Il y a un besoin pour des stratégies alternatives qui ne se feront pas nécessairement dans le domaine de la gestion, entre guillemets, mainstream. Là. Ça en prend, mais également ça prend des cas qui, encore une fois, puis c'est ce qu'on parlait dans les autres scandales, ça prend des cas comme le cas de Amaranth qui va permettre d'amener certaines régulations. On parlait d'Enron l'autre fois. Amaranth va avoir amené une certaine prise de conscience sur le risque potentiel des hedge funds avec leur stratégie. Sans ça,
les hedge funds auraient pu continuer à faire des stratégies qui étaient encore plus exotiques. On s'entend, moi, je crois pertinemment que dans le domaine des produits dérivés, il n'y a pas de limite aux stratégies qui peuvent être mises en place. Ah, exactement. Et ça prend des cas comme ça, qui sont malheureux, parce qu'encore une fois, il y a des actifs qui ont été perdus. On se le cachera pas, oui, c'était des grandes fortunes, probablement des investisseurs privés qui, bon, il y en a d'autres capitales. Oui, c'est ça, je pense pas qu'il... Exactement, c'était pas nécessairement la population en général, mais par contre, ça prend ça pour nous ramener à l'ordre, et c'est clé, selon moi, d'avoir des cas comme ça, et d'avoir malheureusement des personnes comme M. Hunter, qui faisait son travail, on le rappellera, là. Il a été peut-être pas assez assidu sur ses recherches et sur ses validations préalables dans ses tests et stress tests, mais quand même, il faisait une stratégie qui était tout à fait légale. Il n'y avait rien d'illégal dans ce qu'il faisait. Oui, exact. Puis là, ça pose la question, c'est, oubliez pas, le passé n'est pas garant du futur, là, on le dit souvent. Il n'y a rien de garanti. Hein, rien n'est garanti, mais là, pour le coup, là, c'est le cas. Il n'y avait vraiment rien de garanti quand il y a des 6 à 9 milliards qui ont été perdus en une semaine. Mais en tout cas, on souhaite en tout cas que cette portion-là vous a plu, puis que ça vous donner en fait la curiosité aussi de faire des recherches un peu plus approfondies. Sur le monde des hedge funds, encore une fois, parce que comme on mentionne toujours, les hedge funds, on parle peut-être d'un contexte là, qui est un petit peu moins favorable envers eux, mais il y a de très très bons coups qui sont faits dans le domaine des hedge funds qu'il faut valider, comme on parlait dans le cas des LBO des Girondins de Bordeaux. On l'aborde souvent dans un point négatif, les hedge funds c'est la même chose, mais allez lire là-dessus, il y a des très bons coups à regarder. Passons maintenant au deuxième segment dans vos poches. Parfait. Donc, cette semaine, notre sujet le plus au niveau de la finance personnelle est quelque chose que vous avez certainement déjà entendu parler, le moindrement que vous avez eu du financement dans une institution bancaire, peu importe dans quel pays vous résidez, et qui, encore une fois, va avoir un peu deux côtés. Nous, on veut, encore une fois, aborder ça de manière très neutre. Là, on veut pas vous donner, encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, ou il n'y a pas d'avis favorable ou défavorable. On va vouloir vous donner les deux côtés, puis pour l'introduire, je vais peut-être te poser la question, Gab, parce qu'encore une fois, j'en connais un peu là-dessus, mais je ne suis pas l'expert de la finance personnelle, davantage au niveau de la finance de marché pour moi. Donc, Gab, quand on parle d'un financement et que je prends une dette, que ce soit surtout une dette pour une propriété, là, qui est un bon fardeau financier dans ma vie et que je vais payer pendant plusieurs années. J'imagine déjà ta question, tu vois. Que devrais-je faire au niveau des protections sur ce financement-là? On veut pas parler là, de protection d'assurance personnelle ou d'assurance XYZ. Là, ça n'a pas rapport avec le domaine personnel. C'est vraiment lié à ce financement-là. Qu'est-ce que je devrais en penser? C'est quoi? Quel est pas ton avis, mais quels sont les points pour et les points contre selon toi là, de manière neutre qu'on pourrait discuter sur l'assurance vie uniquement? On veut pas entrer dans les détails, il y en a plusieurs, on s'entend, là, dépendamment de l'institution, on peut avoir d'autres packages d'assurance XYZ, etc. On veut en plus parler de l'assurance vie qui est souvent la principale et qui est quand même un pensez-y bien, si on peut se le permettre. Ben oui, je dirais c'est important, effectivement. Là. C'est sûr que le but, de façon générale, souvent des assurances vie, c'est d'éviter de laisser un fardeau à vos héritiers, en fait. C'est justement ça. N'oubliez pas, quand vous décédez, effectivement, votre succession est responsable de payer vos dettes, à moins que vous refusiez la succession. Là. Bon, là, c'est un autre, oui, dans c'est une autre paire de manches. C'est une autre paire de manches. Mais on va faire l'hypothèse que, bon, imaginons, je vais faire l'hypothèse, vous achetez en fait une résidence, comment dire, de campagne, puis vous voulez, comment dire, que vos enfants héritent en fait de cette maison-là. Bon, alors vous avez plusieurs façons. Alors, la première chose, c'est de payer votre prêt rapidement, puis de faire en sorte qu'évidemment, vous n'ayez pas de passif. En fait. Ouais. Ça, ce serait la première solution. La deuxième, en fait, ce serait effectivement de vous protéger avec une assurance vie. Alors souvent, tout dépendamment d'ailleurs dans la juridiction où vous êtes, c'est parfois facultatif, parfois obligatoire. Absolument. Je sais qu'en France, par exemple, c'est complètement obligatoire. Exact. Ici, en fait, c'est pour ça qu'on vous en parle, au Québec et au Canada, c'est quelque chose de facultatif. C'est à l'opinion du client. C'est pas l'institution financière qui peut l'imposer d'aucune manière. Oui et non, je te dirais. Bon, ça dépend de la recommandation, bien entendu. C'est ça, c'est sûr. Ça peut être... Le truc, c'est que ça peut être imposé, en fait, mais que dans des cas très spécifiques ou des sources de risque, entre guillemets, très extrêmes. Oui, si c'est par exemple une condition pour le fait de mettre en place le financement. Ça arrive parfois dans des cas spécifiques. Par contre, vous avez pas l'obligation, vous avez le droit de prendre l'assurance vie de votre choix. C'est ça, on appelle ça un libre choix de l'assurance. Bon, moi je dirais, puis j'ai eu cette conversation-là, c'est drôle que tu me poses cette question-là, JP. J'ai eu cette discussion-là pas si longtemps que ça, en fait, avec un de mes collègues, justement, et on se posait la question, qu'est-ce qu'il y a de mieux entre l'assurance vie, qui est souvent proposée sur le prêt, je sais qu'on appelle ça des primes à taux variable en France, qui en fait se représentent sous forme d'un taux d'intérêt supplémentaire qui est dédié pour l'assurance, ou
une prime d'assurance vie, un contrat on ne peut plus standard d'assurance vie que vous pouvez prendre chez n'importe quelle compagnie d'assurance vie. Lequel est le mieux? C'est ça souvent la question que les gens se posent. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de réponse entre guillemets prédéterminée. Moi, c'est sûr que je vais passer avec vous un peu les avantages puis les inconvénients, je dirais, de chaque type de contrat. Puis on va pouvoir prendre l'exemple, par exemple, de JP, parce que je sais que t'avais commencé, entre guillemets, un peu ton processus, en fait, d'achat. Tu commençais à regarder. Tu commençais à regarder, puis ça peut être un bon exemple, justement, à pouvoir te prendre un exemple de toi, puis par exemple, un exemple d'une personne X qui, par exemple, pourrait par exemple, s'assurer. D'ailleurs, on pourrait prendre l'exemple de notre ami Thomas. Là. Je trouve que ça peut être un bon exemple, puis je pense qu'il refusera pas qu'on parle de son cas, par exemple. Bon, par exemple, pour vous donner, par exemple, le premier truc, bon, c'est sûr que toi, JP, à ma connaissance, t'es en bonne santé, t'es pas fumeur, si je me souviens bien. Tu me corrigeras, là. Certes. Moi, l'avis contraire, effectivement, si on parle de l'assurabilité, là, tous les feux sont verts. Exact, t'es dans la mi-vingtaine, donc normalement, tu représentes pas un gros risque, en fait, pour l'assureur vie, en fait. Donc, normalement, je dirais ton assurabilité, elle est quasiment garantie, quel que soit le type de produit d'assurance. Je veux dire, tu ne représentes pas une source de risque potentiel, étant donné que ta probabilité de décéder demain, en fait, évidemment, je te souhaite pas ça. Oui, non, on touche du bois. Selon les statistiques, effectivement. Tu ne devrais pas décéder demain. Donc ça, c'est souvent, ta prime va être très faible, quel que soit le type de contrat. Bon, alors là, je vais te donner un exemple. Tu décides, effectivement, de finaliser ton offre d'achat, félicitations, etc., puis tu vas, à ta banque pour finaliser le financement. Et la personne qui est dans ton bureau, elle va te dire, monsieur, parfait, vous pouvez adhérer à l'assurance sur le prêt. Donc, absolument. Discussion qui, par contre, est obligatoire. Ça, c'est clé. Là. On n'a pas le choix de s'en faire parler. C'est une obligation. Si je ne me trompe pas du mot au Canada, là, la banque n'a pas le choix de proposer, de protéger le prêt qu'elle vous fait. Elle ne peut pas vous créer un fardeau financier sans vous proposer une solution qu'elle dispose également au niveau de l'assurabilité. Puis déontologiquement, je pense que c'est une bonne chose là, de vous en parler, de dire que il y a des protections, des produits qui existent. Sinon, c'est pas criminel, mais presque. C'est ça. Bon, alors là, on va vous dire, écoutez, monsieur, parfait. Donc là, moi, je peux vous parler effectivement d'un produit d'assurance qui s'appelle l'assurance prêt. Puis la plupart des banques, c'est la même chose, je veux dire. Puis, cette assurance-là, en fait, c'est un pourcentage d'intérêt supplémentaire. Donc, en gros, moi, au lieu d'avoir un taux, je vais prendre l'exemple d'un taux canadien, là, pour donner des exemples concrets. Je sais que probablement en France, c'est beaucoup plus bas, là, donc vous nous corrigerez peut-être dans les commentaires pour nous donner exactement... Ou vous serez heureux des taux hypothécaires que vous avez par rapport aux notes. C'est ça. On va dire, on paye 2%, par exemple. C'est des taux sur 5 ans. Là. Souvent, nous, les contrats ici sont sur 5 ans. Oui. Puis vous renouvelez sur un amortissement de 25 ans, donc 5 x 5, 25, c'est ça. Mais à chaque... Donc on dit, parfait, votre taux supplémentaire pour l'assurance, monsieur, en incluant la vie, puis l'invalidité, parce que ça peut faire partie du package d'assurance. Là, on va parler uniquement de la vie, là, pour simplifier. Là, par exemple, c'est 0,5% supplémentaire. Donc 0,5%, donc votre taux serait de 2,5, puis si vous décédez, on paye votre prêt. Parfait. Donc là, évidemment, vous vous souvenez, un taux d'intérêt, ça s'applique sur le solde restant. Donc évidemment, votre prime d'assurance, elle va diminuer en fonction du solde, en fait. Le truc, c'est que ça, c'est un truc qui est pas, en fait, déontologiquement, en tout cas, moi, je l'explique bien, parce que c'est bien important quand même. Et puis moi, dans ma déontologie personnelle, c'est important d'avertir le client. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, votre taux d'assurance, donc votre prime, elle peut changer pour une certaine période. Donc, par exemple, au bout de 5-10 ans, le taux d'assurance peut augmenter. Donc, ce qui fait que, effectivement, votre prime, comme votre solde est plus faible, entre guillemets, votre prime par rapport au taux de départ est un peu plus faible. Par contre, au fur et à mesure que l'amortissement avance, il se peut que votre taux d'assurance soit plus élevé. Oui, le taux de prime lors des renouvellements ne sera pas le même parce qu'encore une fois, j'aurai pris de l'âge, j'aurai X, Y, Z fait d'autres contextes dans ma vie qui pourraient limiter ou avoir un impact sur mon assurabilité. Exact. Donc ça, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte. Autre problème, je dirais, majeur d'une assurance traditionnelle qui couvre un prêt, c'est que votre couverture en fait d'assurance diminue avec le temps. Évidemment, puisqu'au début, vous aviez, imaginons que tu as emprunté, je vais te donner un exemple, toi JP,
tu as emprunté 250 000 $, par exemple. Mais si tu prends l'assurance prêt sur le prêt, ta couverture d'assurance sera de 250 000 au déboursement du prêt. Mais au fur et à mesure que tu avanceras en âge et que tu paieras ton prêt, ta couverture elle va diminuer. Alors, ça peut être utile pour certaines personnes qui souhaitent dire bon bah écoute, normalement j'ai pas besoin d'assurance puisque j'ai plus de dette. Mais pour certaines personnes qui souhaitent conserver une protection supplémentaire, bah là malheureusement vous perdez effectivement au fur et à mesure du temps de la protection. Ce qui peut être quelque chose de négatif. Deuxième produit qui est habituellement proposé quand vous prenez pas l'assurance en fait sur le prêt. Oui, dans l'option que tu as parlé, dans l'option d'avoir un pourcentage supplémentaire là, qui se rajoute directement sur le taux. C'est ça, puis c'est des options qui parfois peuvent être intéressantes pour certains clients. C'est de l'assurance vie traditionnelle qui, elle, vous payez un certain montant tous les mois en fait ou par année. Puis là, par contre, vous avez un capital d'essai, effectivement, qui est, que vous prenez. Donc souvent, c'est sûr que ce genre d'assurance, c'est parfois un peu plus compliqué à avoir, parce que, vous le savez, quand vous souscrivez une assurance vie de nos jours, évidemment, l'assureur va s'assurer qu'entre guillemets, vous êtes pas une source de risque trop élevée. Donc, habituellement, moi je sais que dans la plupart des compagnies d'assurance, soit première étape, vous répondez à un rapport, en fait, comme un questionnaire, en fait. Ouais. Moi, je sais que j'en ai eu une rapide, il y a pas si longtemps, là, puis j'ai répondu à un questionnaire d'à peu près, qui a pris à peu près 1 heure par téléphone, à peu près. On vous pose plein de questions sur votre santé, etc. C'est pas si compliqué, là, si vous avez, pas trop de problèmes, aussi, c'est pas non plus... Dans tous les cas, c'est pas compliqué de répondre parce que tout ce qu'il faut dire, c'est la vérité. Et puis, l'impact de vos réponses va impacter si vous avez d'autres démarches à faire. Parce que je sais qu'il peut y avoir également des examens de santé, si je me trompe pas, dépendamment de vos réponses. C'est ça, ou des prises de sang. Enfin, c'est souvent ce genre de choses. Ou des tests, par exemple, des batteries de tests sériologiques, etc. Enfin... Là, rendu là, c'est un peu plus complexe. Puis là, rendu là, l'assureur rend sa réponse. Donc, il dit, bon, parfait, t'as été accepté avec telle prime, avec surprime, avec exclusion, avec modification, etc. La force, je dirais, de ce produit-là, c'est que par contre, votre prime va rester la même pendant la période que vous l'avez déterminée avec votre conseiller en assurance. Donc, vous dites, par exemple, parfait, je vais garder 10 ans la même prime, 20 ans. Ce qui est bien, c'est que par contre, c'est ça, vous allez conserver la même assurance toute la vie durant. Évidemment, je pense qu'il y a un âge maximal quand même. Hein, à 85 ans, je pense pas plus que vous êtes... Mais la couverture, elle, va rester stable rapport à celle qui est directement liée à votre hypothèque, qui, elle, va être, comme Gab l'a dit, dégressive avec le fait que vous payez votre dette progressivement. Excellent. Et puis, effectivement, puis aussi, autre point, c'est que souvent, ce genre d'assurance, vous pouvez aussi l'annuler en tout temps. Ça coûte aucun frais. Je veux dire, libre à vous d'en faire ce que vous voulez de cette assurance. Par contre, l'argent que vous mettez, comme la plupart des contrats d'assurance, c'est perdu. Là, les deux options, vous avez toujours le choix de la mettre, mais aussi le choix de la retirer. Bien évidemment, encore une fois, c'est ce qui est bien dans le domaine des protections. Puis, pour revenir un petit peu sur ce qu'on parlait, Gab avait parlé de Thomas et de moi. Bon, Thomas en avait glissé un mot. Là. Lui a fait une démarche et c'est concret là, au niveau d'un achat. Moi, c'est encore une fois en réflexion, mais c'est la question qu'on se pose souvent, et Gab l'a mentionné, c'est au début, on parle d'une dette. On parle de... moi, dans mon budget maintenant, je ne fais pas seulement payer un loyer, je me ramasse avec un montant de financement sur une propriété qui est à moi et que si je ne peux pas payer, je ne peux pas maintenir cette propriété-là. Et donc, le fardeau est un impact clé de dire, encore une fois, maintenant, si du jour au lendemain, je ne suis plus là, cet actif-là reste au nom de ma succession, comme Gab le dit. Est-ce que c'est possible ou non? Est-ce que ma situation personnelle, c'est pas que c'est très du cas par cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais est-ce que ma situation personnelle me permet de dire on peut enrayer cette dette-là sans problème et ça ne va pas affecter mon patrimoine pour mes héritiers? C'est là où c'est la question clé, puis dépendamment de votre âge là, pour les auditeurs, là, c'est sûr que quand on est dans la vingtaine, on se pose pas tant ces questions-là, mon patrimoine, est-ce que je vais avoir les actifs pour... T'es un peu jeune aussi. Exactement, quel va être l'impact sur mes héritiers, donc c'est là où la réflexion amènerait de dire est-ce que ça vaut la peine de prendre une assurance? Si je ne veux pas vraiment me poser cette question-là, la protection va être là pour m'éviter de me poser la question. Oui, ça implique des primes, oui, c'est des coûts supplémentaires, mais ça m'évite de dire présentement, dans la vingtaine, je dois analyser est-ce que oui ou non, si je décède, ma maison peut être vendue, la dette peut être enrayée et je n'ai pas d'impact X, Y, Z sur le patrimoine qui me reste pour donner à mes héritiers. C'est la clé que je crois que Thomas et moi vont avoir. Encore une fois, l'opinion respective peut varier, ça n'a pas d'importance, mais c'est la clé de la question et même si on est jeune, ça n'a pas d'impact sur le fait qu'il faut quand même réfléchir à ça. Non, et puis je te dirais, c'est souvent la meilleure période en fait pour pouvoir prendre des assurances. Je sais que d'ailleurs... avec la Covid, là, le nombre d'assurances vie de police qui ont été activées est complètement fou.
Mais étant donné que tu es jeune, entre guillemets, puis que c'est plus facile de démontrer ton assurabilité à l'assureur dans cette période-là, c'est parfois une bonne chose, en fait, parfois de payer malheureusement de l'argent un peu dans l'air, mais au moins de garantir que ton contrat il sera valide pour X nombre d'années. On dit souvent, hein, c'est quand on n'a pas vraiment besoin d'assurance qu'on doit en prendre. Aussi particulier que c'est, parce que quand on a besoin d'assurance, c'est là qu'on va souvent peut-être pas se qualifier, on sera peut-être plus assurable à ce moment-là. Donc la réflexion est quand même assez importante, là, et puis c'est un bon sujet que Gab avait soulevé aujourd'hui pour la finance personnelle, parce que c'est sûr que si vous faites un financement hypothécaire, vous allez vous en faire parler, peu importe le pays d'où vous venez ou avec quelle institution financière vous faites votre c'est ça, votre vous n'aurez pas le choix dans certains cas. C'est sûr que dans le cas où c'est obligatoire aussi, c'est une façon aussi de protéger aussi le créancier, etc. C'est sûr qu'il y a des petites subtilités par pays, mais moi, pour revenir par exemple dans le cas de JP, on a parlé récemment, c'est sûr que peut-être que, étant donné que dans son profil, moi je me poserais la question, est-ce qu'il veut répondre à un questionnaire rapide, parce que vous le savez, là, quand c'est des assurances prêts sur le traditionnel avec le pourcentage, ça prend quelques minutes à savoir si vous êtes assurable. Êtes-vous salarié, parfait, est-ce que vous avez eu des troubles de santé, etc. C'est un peu normal aussi, parce que c'est directement lié à ma propriété, qui est encore un actif techniquement pour l'institution financière. Donc c'est normal que la protection est un avantage pour moi, mais pour l'institution aussi. Donc c'est normal que l'obtention est beaucoup plus simple que la deuxième option que tu nous parlais, qui est une assurance vie formelle, qui elle, encore une fois, de par le capital, de par l'exposition, il y a un risque plus important, si on peut dire, pour la compagnie d'assurance à ce moment-là, lorsque je prends une assurance vie à moi, à mon nom, qui est d'un montant stable, qui n'est pas du tout lié à mon hypothèque. C'est ça, exact, parce que c'était vraiment indépendant. C'est plus indépendant. Mais c'est vrai que je dirais quand même, dans beaucoup de cas, l'assurance vie personnelle peut être une excellente option. Moi, encore une fois, je ne suis pas autorisé, puis je ne sais pas ma spécialité non plus, les assurances vie, mais je voulais vous ramener sur ce sujet-là qui me paraît extrêmement intéressant, puis parce que j'avais eu cette conversation-là aussi avec un collègue que je trouvais, était extrêmement... finalement, on a parlé ça pendant plusieurs heures en tout cas, donc c'est vrai que ça peut être... Il y a plein d'avantages et inconvénients. Faites-vous votre propre opinion, encore une fois, puis déterminez ce que vous voulez faire avec votre patrimoine. Voilà. Exact. Donc, c'est ce qui va conclure le 12e podcast déjà là, de l'État financier. Je vais laisser Gab faire comme d'habitude là, pour cette fin de 3e mois de podcast, là, faire les petites mentions finales avant qu'on conclue ça. On va partager, n'oubliez pas de partager notre contenu si ça vous a plu, à liker, à commenter, à nous suivre sur toutes les plateformes, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, Spotify bien évidemment, Overcast. Je sais que maintenant on est sur Castbox, pardon. Je viens d'apprendre ça. YouTube. Je pense, YouTube, oui. Bien évidemment, c'est pas, on n'a pas encore de live, on n'a pas de vidéo, bien évidemment, mais ça reste une manière d'avoir des commentaires. Là, donc, on reste à l'écoute de tous vos commentaires, bien évidemment, pour ajuster notre podcast. Et comme vous le voyez, on en prend bien compte, là, comme on le fait dans la mention, le petit ajustement du début de ce podcast-ci. Et on aime beaucoup vos commentaires. C'est ce qui ramène Thomas à peu près à chaque 3 épisodes. Donc, continuez à dire que vous appréciez Thomas dans le podcast et on va pouvoir le réinviter à nouveau. En tant qu'invité spécial, mais on va peut-être arrêter de l'appeler spécial. Mais ouais, c'est ça. Puis je pense qu'on va l'appeler chroniqueur là par la suite. Oui, à force, effectivement. Puis, il va se créer un poste. Mais j'ai envie aussi qu'on diversifie. On a plein de projets pour l'état financier. Alors, je trouve que en tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. Puis moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine déjà, la semaine prochaine. Salut. Au revoir.